46, hein, les petits frères des pauvres accompagnent les personnes en priorité de plus de 50 ans qui souffrent de solitude, de pauvreté, d'exclusion, de maladies graves. Il y a quand même quelques similitudes avec Emmaüs. Hubert Trappé, je vous sentais très attentif à ce qui vient de se passer là. Oui, parce que l'exclusion, c'est aussi l'isolement, c'est aussi le sort de beaucoup de personnes, pas forcément âgées, mais parmi les personnes âgées, sûrement. C'est un public qu'on connaît bien, Emmaüs. Pas forcément pour les accueillir dans nos communautés, mais c'est sûrement une situation qui... voilà, la pauvreté prend des formes tellement diverses qui se multiplient, qui ne sont pas seulement monétaires, hein, ça peut être l'isolement, ce que je disais, mais ça peut être aussi d'autres formes d'exclusion. De fait, la précarité, évidemment, la précarité dans le travail aussi. Donc c'est très important d'être en contact avec ces personnes et de ne pas les laisser seuls. Donc le travail des petits frères des pauvres est très très important. Ouais. On va revenir avec les petits frères des pauvres et l'ami Clément d'ici la fin de cette émission. Avec vous, Hubert Trappé, président d'Emmaüs France. On parlait de solidarité, on parlait de pauvreté. Vous savez qu'on aime bien, nous, le matin, aussi donner des petites astuces, des petits trucs. Je vous vois depuis tout à l'heure regarder ce qui se passe en cuisine avec Amélie Doué, que je vais aller vite rejoindre. Les maisons en pain d'épices, vous connaissez, Hubert Trappé? La tradition des maisons en pain d'épices? Je vais avouer que je ne connais pas. Eh c'est oui, la première fois que je vois ces superbes maisons. En fait, elles sont très appétissantes et puis c'est très joli. Il y a plein de bonbons. Ça se mange tout seul. Vous saurez tout. Vous pourriez peut-être organiser un atelier. Ah bien oui, c'est une très bonne idée avec les petits enfants. Très bien. Avec les petits enfants. Voilà. Vous saurez tout à la fin de cette émission. Oui. D'abord, on va essayer peut-être de faire un petit focus sur l'histoire de ces petites maisons, parce que déjà, je vous vois là, vous, derrière votre écran, en train de vous dire, mais je connais, je sais ce que c'est. Expliquez-moi, ces petites maisons qui sont une tradition dans le Grand Est. C'est vrai que si on monte du côté de Strasbourg, par exemple, en Alsace, on voit beaucoup de ces petites maisons. L'histoire, c'est quoi? C'est un conte de Grimm, c'est ça? Exactement, Pascal. En fait, cette tradition, elle est Grand Est, on est d'accord, mais elle est surtout de l'autre côté de la frontière. Hein. Mes origines allemandes font que depuis toute petite, j'ai appris à faire ces maisons avec ma grand-mère. En fait, en Allemagne, vous savez que la période de l'Avent, les 4 semaines avant Noël, sont très importantes et les enfants doivent être plus gourmands qu'ailleurs parce que pour les faire tenir, on les mobilise chaque week-end. On leur fait faire des gâteaux et tout. Et notamment ces maisons en pain d'épices issues du conte de Grimm. Vous vous rappelez de l'histoire, 2 enfants abandonnés? Je vais vous dire, j'ai potassé un petit peu, mais je préfère que vous me le disiez un petit peu. Parce que je crois qu'il y a une histoire de sorcière qui a pas des enfants dans la forêt, etc. Regardez ces petits bonhommes-là. Hansel et Gretel, un frère. Oui, c'est eux. Un frère et une sœur, abandonnés par leurs parents dans la version tragique, qui se sont perdus dans la version un peu plus soft, se perdent dans la forêt. Au bout de 3 jours, ils meurent de faim, bien évidemment. Et là, tout d'un coup, au milieu d'une clairière, une maison. En pain d'épices, vous des dites ça avec bonbons. le sourire quand même. Hein. Oui, mais ça se termine bien pour une fois. Meurt de faim, hop, une maison, des bonbons, tac, il commence à grignoter la maison. Là, qui sort de la maison? La méchante sorcière. Alors, il n'y en a pas de méchante sorcière. Mes enfants n'ont pas tenu à faire la sorcière. Donc voilà, elle kidnappe le frère, elle l'enferme, elle veut l'engraisser pour le manger parce qu'elle ne mange pas de bonbons. Sa sœur le sauvera, hein, elle devient servante et au final, elle jette la sorcière dans le four. On va vous laisser aller potasser le conte de Grimm, maintenant qu'on connaît un peu l'histoire, que voilà, que ceci, que cela. J'ai besoin de vous, Pascal. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, déjà, pour faire ça, ce qu'on va réaliser? Alors, plusieurs versions. Vous voyez, il y a 4 maisons différentes, là. Vous avez la maison dans la pure tradition allemande. Celle-ci, là. Celle en pain d'épices. Un peu comme le pain d'épices Mulehau et Petit-Jean, je crois que vous en avez parlé la semaine dernière. Des mûres, etc. Ensuite, pour les cuisiniers, on peut fabriquer son pain d'épices soi-même, s'acheter des moules et avoir les murs que l'on construira avec le toit, etc. Là, c'est la version difficile. Hein. Il faut faire un pain d'épices un peu costaud, etc. Après, on a la version un peu comme nous. On s'y prend au dernier moment, on est un peu en retard. On va dans une grande ancienne suédoise que nous connaissons tous. Ils nous aident depuis quelques années. Ils en proposent une version en
pâte spéculoos. C'est quoi ça? C'est ça. Attention, c'est très fragile. Hein. C'est, vous savez, le gâteau plein d'épices que l'on connaît. Alors, elle est vraiment très peu onéreuse. Elle est présentée comme ça. Il n'y a plus qu'à l'assembler avec notre béton. C'est du béton qui se mange. C'est celui-là, ce béton. Regardez. Fais-moi ça. Alors, là, je l'ai fabriqué d'avance parce que... C'est quoi? Sérieusement, c'est pas du béton, c'est quoi? Eh bien, c'est du sucre glace, Pascal, avec du blanc d'œuf. Vous mélangez et vous faites un mélange assez solide qui permettra de faire tenir les murs. Et ensuite, regardez, de faire de la neige, de la déco. Et là, vous allez m'aider parce que j'ai commencé à assembler la cheminée, mais il me reste les murs à assembler. Vous savez quoi? Vous allez continuer d'assembler le mur parce que moi, je vais aller voir Hubert Trappé pendant ce Ah, temps-là. vous m'abandonnez. Je vous abandonne un petit peu, mais je vais vous retrouver. Je vais vous retrouver dans l'émission. Il n'y a pas de souci. On va revenir sur l'anniversaire d'Emmaüs France. 70 ans, le garçon qui est là, on a à peine plus. C'est le président d'Emmaüs France. C'est ça, je ne me trompe pas, Hubert Trappé? Oui, 72. 72 demain, d'ailleurs. Je reviens sur l'anniversaire d'Emmaüs, qui nous intéresse particulièrement. Emmaüs fête ses 70 ans l'année prochaine. C'est un bel événement, un bel anniversaire. Comment se porte la vieille dame? Malheureusement, plutôt bien. Malheureusement, parce que, en fait, nous connaissons un développement dans nos activités qui correspond, en fait, à une pauvreté latente qui elle-même ne se résout pas, quoi. Et donc, en fait, cette bagarre que nous menons avec l'abbé Pierre depuis 70 ans, effectivement, maintenant, on constate qu'elle est toujours nécessaire, qu'il faut de plus en plus s'engager contre ces situations d'exclusion, de pauvreté qui sont tout autour de nous. Hein. Hubert Trappé, on voit quelques campagnes d'affichage, là, quelques communications. On voit qu'on fait dans le plus en plus moderne aujourd'hui, hein. Vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a beaucoup évolué. Hein. C'était une association quand même pionnière à sa création. Oui, Emmaüs, d'une certaine façon, avec les chiffonniers, c'était sans le savoir le début de la récupération, du réemploi. Finalement, quelque part, le début de l'économie circulaire, puisque Emmaüs n'a pas de subvention, donc on vit du travail des personnes accueillies et puis de bénévoles. Il y a quelques salariés aussi. Il y a quand même 20 000 personnes aujourd'hui, pratiquement 20 000 personnes aujourd'hui qui sont mobilisées pour Emmaüs en France, avec 290 structures. Voilà. Vous faisiez du social aussi, enfin vous faites encore d'ailleurs du social, avec les compagnons, de l'écologie aussi, avec de la récupération. Donc vraiment, quand je dis pionnière, très très en avance, hein, l'abbé Pierre. Oui, il a été pionnier dans beaucoup de domaines. Cette année, c'était les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il a contribué à la rédaction de cette déclaration. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs? Enfin bon, effectivement, Emmaüs est très engagé donc, dans cette dimension de défense de la planète, de récupération. Voilà, nous, on dit donner une deuxième vie aux objets, mais aussi donner une deuxième chance aux personnes. C'est ça la vocation d'Emmaüs, et d'essayer comme ça de contribuer d'une certaine manière à une société à la fois plus juste, mais en même temps plus économe, plus sobre. C'est ça l'objectif d'Emmaüs aujourd'hui, et ma foi, je pense qu'il est toujours aussi nécessaire que par le passé. Malheureusement, c'est un petit peu comme avec les Restos du Cœur. Est-ce que le public a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez arriver par exemple plus de femmes? Avant, il y avait beaucoup d'hommes, on parlait beaucoup de compagnons. Maintenant, on voit de plus en plus de femmes. Est-ce qu'il y a des familles aussi qui viennent vers Emmaüs? Vous voyez le public changer, évoluer? Oui, ça, le public d'Emmaüs accueilli, parce qu'il y a aussi le public à la rue. Recueilli, cette fois-ci? Voilà, absolument. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a des familles que nous aidons qui ne sont jamais accueillies. Mais pour répondre à votre question, plus précisément, dans les communautés qui représentent, il y a 119 communautés en France, comme celle de Dijon. Oui, une très grosse communauté, c'est la deuxième communauté de France. Hein. Oui, c'est une des plus grosses, effectivement. La deuxième, je ne sais pas, peut-être même la première. En taille, elle accueille entre 120 et 130 personnes. Elle rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Absolument, plus les autres implantations en Bourgogne et en Côte d'Or. Beaucoup d'hommes,
beaucoup d'hommes sortis de la rue, ça c'était le passé. Maintenant, des femmes, mais beaucoup moins de femmes. Et puis des familles aujourd'hui, particulièrement avec l'accueil des personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont quand même un public important aujourd'hui dans nos communautés, qui sont des migrants, en fait, et qui, s'ils n'avaient pas Emmaüs, resteraient à la rue. Et avec qui on fait tout un travail qui vise à la régularisation, non seulement l'insertion professionnelle, mais la régularisation des familles. Donc ça veut dire des enfants dans les communautés. Par exemple, à Norges, à côté de Dijon, sans doute entre 20 et 30 enfants, hein, dont il faut assurer la scolarisation et puis l'intégration complète dans la société. Hubert Trappé, président d'Emmaüs France, aujourd'hui, dans le créneau de ces associations, je le disais, vous n'êtes plus la seule hein, dans ce créneau-là. Comment vous évoluez? Comment vous voyez le futur d'Emmaüs? C'est une question... Bon, d'abord, je ne pense pas, malheureusement, qu'Emmaüs ait une évolution qui l'amène à changer sa vocation. Par contre, ce que l'on constate, c'est que quasiment tous les jours, au quotidien, il y a une diversification dans les activités d'Emmaüs, avec des solutions nouvelles qui sont apportées, qui toutes concourent à lutter contre la pauvreté, contre la précarité, etc. Quel genre de solution, quel genre de solution vous mettez en place? Par exemple, pendant un moment, nous avons cherché à fabriquer de l'emploi, puisqu'on constatait que l'emploi, en particulier l'emploi peu qualifié, quittait la France. Donc, à travers les filières de récupération, le textile, par exemple, aujourd'hui, on est pratiquement le premier employeur en France de salariés, donc de CDI, 2000 salariés à peu près, pour Emmaüs, à travers le relais, par exemple. Oui, c'est ces containers qu'on voit par endroits dans lesquels nous versons des habits de l'emploi durable en France. Ça, c'est Emmaüs. Hein. C'est-à-dire développer des activités qui vont permettre, à travers la récupération, de proposer à des personnes des solutions d'emploi qui donc vont les sortir de la pauvreté. Mais autre exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Emmaüs Connect, de l'exclusion numérique. C'est l'apprentissage du numérique, c'est ça hein. Voilà. Donc là, on constate qu'une des difficultés que les personnes peuvent rencontrer, quel que soit leur âge d'ailleurs, hein, c'est qu'aujourd'hui, toutes les démarches passent par Internet, quoi, par l'ordinateur. Et donc, en fait, toutes les personnes qui n'ont pas la facilité de maîtriser ces outils, ces logiciels, sont exclues et vont avoir des difficultés. Moi, le premier, d'ailleurs, pour obtenir mon permis de conduire. Enfin, obtenir un renouvellement de permis de conduire. Donc voilà, on va aider les personnes dans des solutions nouvelles. Et aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont formées par Emmaüs Connect pour utiliser ces outils. Hubert Trappé, si nous, on veut vous aider justement, ceux qui sont avec nous se disent « Moi, j'ai envie de m'investir dans Emmaüs, j'ai envie de donner quelque chose. Qu'est-ce que je fais concrètement ?» Bon, c'est relativement simple. Hein. Déjà, je dirais, commencer par acheter. Donc on va dans une communauté Emmaüs, on peut acheter des choses recyclées, etc. On va dans un centre, on peut donner, bien sûr. Et parce que le financement d'Emmaüs, c'est quoi le financement d'Emmaüs? Le financement d'Emmaüs, c'est le résultat du travail que nous réalisons, les compagnons et les bénévoles, hein, et les salariés. Pour nous, c'est très important, ce trépied entre les trois. Hein. Ce travail va nous permettre de vendre des produits qui nous ont été donnés, qu'on remet en état et qui sont revendus. Et donc, Emmaüs, aujourd'hui, c'est une grande entreprise, c'est un ensemble d'entreprises plutôt, qui vivent de leurs produits, de leurs ventes. Donc, et pour nous d'ailleurs, c'est très important parce que vivre de son travail, c'est vraiment un point qui est essentiel dans la mesure où ça nous permet l'indépendance, ça nous permet la libre parole, ça nous permet d'être critique quand on veut être critique, de féliciter quand on veut féliciter. Par exemple, là, depuis un petit moment, c'est vrai qu'on ne fait pas que des félicitations au gouvernement actuel. Bon, mais voilà, c'est la liberté de parole et ça, c'est très important. Et c'est cette capacité d'interpeller
Les pouvoirs publics, entre autres, aussi, qui peuvent nous regarder, pourquoi pas. Hubert Trappé, président d'Emmaüs France, vous restez avec nous.